Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Victoire de Margerie, la fondatrice du World Materials Forum. Ce Davos des matériaux s'ouvre le 17 juin sur le thème de la convergence entre technologie et matériaux verts. Comment les créations, les événements culturels peuvent-ils sensibiliser à la protection de l'environnement? Sont-ils parfois plus efficaces qu'une loi ou même une publication scientifique? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je vous propose de découvrir le projet Dickway du groupe Legendre, une digue qui produit de l'électricité en absorbant l'énergie de la houle. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Victoire de Margerie, bienvenue. Vous êtes merci. Donc la fondatrice, la vice-présidente du World Materials Forum qui a été créé à Nancy en 2014, première édition juin 2015. C'était quoi votre idée de départ? En fait, c'est une idée à trois avec Philippe Varin et André Rossino. Et on s'est dit que c'était qu'il fallait absolument travailler sur l'économie de la ressource parce que sinon on allait droit dans le mur. En fait, on vient tous les trois de régions le Grand Est. Ça se passe à Nancy. Hein. Oui. Et pourquoi Nancy? Parce qu'on est tous les trois originaires du Grand Est. Et on a tous connu la sidérurgie, la mort de la sidérurgie, et puis la nécessité de revitaliser la région avec d'autres industries. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait tuer une industrie très facilement, simplement parce qu'on n'arrivait pas mal à l'expliquer. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur cette façon de mettre... Vous dites que tout à l'heure, vous aurez un débat sur la culture, Oui. mais justement de rajouter peut-être dans les matières d'enseignement autre chose que l'histoire et la géographie qui pourrait être simplement l'économie de l'environnement. Et de comprendre qu'on peut tout à fait découpler la croissance économique, l'utilisation des ressources, créer des industries et remplir les besoins de nos citoyens. On peut pas se nourrir si on n'emballe pas les produits qu'on mange, par exemple. Donc, bien sûr. Donc, l'idée, c'était de créer un rendez-vous international autour de l'innovation, autour des matériaux, c'est ça? Alors, au départ, on est parti des matériaux parce que, voilà, on venait tous de cette métallurgie qui était très ancrée dans la région et qu'on voulait un petit peu revitaliser tout ce qui allait autour de cette industrie ou des nouveaux matériaux qui se développaient. Et du coup, on s'est dit, on va faire un brainstorming. Donc, voilà, Philippe, André et moi, on a fait venir du monde entier tous les gens qu'on connaissait depuis 20 ou 30 ou 40 ans et qui étaient impliqués, alors que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Chine, en Italie, en Allemagne. Et on leur a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revitaliser cette industrie, mais une industrie soucieuse de l'environnement, une industrie qui travaille la main dans la main avec l'environnement. Nous, on est vraiment dans l'optique très anglo-saxonne du win-win. C'est pas l'industrie ou l'environnement, c'est les deux. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était dès le départ, ce qui était assez novateur, on va dire, pour les années 2014-2015. Voilà. Spontanément, si vous deviez me citer une innovation qui sort du lot, qui a été mise en avant, parce que l'idée, c'est de partager les innovations, les bonnes pratiques, pendant ces 7 ans, ou même l'an dernier, ou l'année précédente. Spontanément, la première qui vous vient. La première qui me vient à l'esprit, c'est une innovation technologique incroyable, de rupture, qui est très peu connue, mais qui peut avoir un impact énorme. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on arrive à trouver ces pépites et à les mettre justement en grand jour. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tout simplement parce que quand on est arrivé à Nancy, il y a un très bel institut qui s'appelle l'Institut Jean Lamour, qui est une co-fondation entre l'Université de Lorraine et le CNRS. Et moi, en bonne parisienne, j'avais aucune idée de ce que c'était que l'Institut Jean Lamour. Et à chaque fois que je rentre dans cet institut et que je rencontre un chercheur, ils ont toujours une idée géniale, des technologies totalement inconnues. Alors, je vais vous en citer une, parce que depuis, on a rentré dans le comité d'organisation du World Materials Forum un des grands spécialistes de cette technologie qui s'appelle l'électronique de spin. Alors, c'est quoi l'électronique de spin? C'est une nouvelle technologie qui permet, en travaillant la structure de l'atome et les mouvements entre les protons, les neutrons et tous les éléments à l'intérieur de l'atome, d'éviter qu'ils se frottent entre eux. Et comme ils se frottent plus entre eux, du coup, ils utilisent moins d'énergie. Alors vous allez me dire, mais pour quelle application? Pour une application toute bête, qui est l'utilisation et le stockage des données. Ce qui est très, très, très important. Les enjeux sont majeurs. Voilà. Et donc, ce chercheur, il voit qu'on s'intéresse beaucoup au Japon, et alors il nous propose de rencontrer un de ses copains qui est chercheur au Japon. Donc, il vient à l'édition 2016, à la 2e édition. Ouais. Et il s'appelle Hideo Ono, et puis il trouve notre truc génial. Il part, il dit, vous entendrez parler de moi. L'année d'après, il est nommé président de son université. Son université, elle est à Sendai, au Japon, là où il y a eu le tremblement de terre.
Et il arrive et il dit, ben voilà, moi j'ai décidé de créer un accord particulier avec une université dans chaque région du monde. Et en Europe, on en choisira seulement une. Et comme j'étais à Nancy l'année dernière, le seul partenariat, ce sera avec l'Université de Lorraine. Et donc, il vient avec 70 chercheurs. Ouais. Et cette technologie, elle en est où? Elle en est où? Elle est utile aujourd'hui ou utilisable? Justement, depuis que cette électronique de spin a attiré l'attention des foules, eh bien, il y a un certain nombre de... On est en train de mettre en place des outils industriels pour fabriquer les produits qui utilisent cette technologie. On a mis, par exemple, entre 2016 et 2018, la grosse question, c'est est-ce que cette technologie pourrait être utilisée sur les lignes actuelles qui permettent de faire des semi-conducteurs? Et au début, les gens disaient ça ne sera pas possible. Ou alors, ça coûtera des fortunes. Et ils ont trouvé des moyens. C'est 10 instituts de recherche un peu partout dans le monde, mais qui se retrouvent tous les ans à Nancy, au World Materials Forum, de développer, de mettre en valeur ces technologies. Donc électronique de spin, c'est ça? Électronique de spin. Je vais retenir, parce que je ne le connaissais pas. Merci de me l'avoir fait découvrir. C'est une des 10 technologies que nous mettons en valeur chaque année, parce qu'une des choses qu'on met en valeur, c'est de vendre 10 Alors justement, on pense qu'elles auront de l'impact. Le thème du forum cette année, c'est quoi? Alors juste pour vous donner... Faites gaffe, il nous reste 4 minutes. Spin, je sais bien, mais je termine sur l'électronique de spin. Si on arrive vraiment à l'industrialiser, et c'est vraiment en train de se faire... Alors qu'on devrait utiliser 20% de l'électricité mondiale pour l'utilisation et le stockage des données dans 5 ans, grâce à eux, on va passer à 12%. C'est 8% d'électricité du monde en moins grâce à une techno. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, le thème de cette année Le thème de cette année, c'est justement de réaliser qu'il y a une vraie convergence entre l'industrie des matériaux pour tout le monde, c'est la mine, le minerai de fer, etc., et ces technologies nouvelles qui sont les technologies, enfin, tout ce qui est digital, le téléphone portable, etc. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en valeur cette convergence et faire travailler ensemble les gens. Et donc, on fait travailler ensemble, par exemple, des miniers. Donc, vous savez que pour faire nos nouvelles batteries électriques, il faut quand même faire plus de mines. C'est super de faire plus de mines, mais faut-il encore les faire vertes? Parce que si vous faites plus de mines, mais que vous consommez encore plus d'énergie, encore plus d'eau, vous émettez encore plus de CO2, c'est pas top. Donc, on fait venir cette année, au World Materials Forum, tous les gens qui travaillent sur ces technologies qui peuvent faire des mines vertes. Donc, on a, par exemple... une technologie extraordinaire qui a été développée à Toulouse, qui s'appelle iPulse, qui s'appelle le rock crushing. Et ça permet de casser la roche au début de l'extraction du minerai en consommant 50% d'énergie en moins. Vous avez une autre technologie qui s'appelle le transfert d'ion, qui a été développée en Australie. Et là, eux, ils permettent de consommer 50% d'eau en moins pour faire toujours l'extraction du minerai. Alors, l'événement de ce forum, de ce World Materials Forum, on l'appelle le Davos des matériaux. Bon, voilà, cette formule, elle existe depuis quelques années. C'est que les Américains reviennent. Ça y est, les frontières ouvrent. Donc, pourquoi c'est important, au-delà de l'aspect affectif, mais pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, on a découvert très rapidement, et c'est venu du premier brainstorming, qu'on avait un vrai problème à faire travailler ensemble les grands groupes et les startups. Et ça passait pas bien. Et surtout, les Japonais nous ont dit, nous, vous voyez, par exemple, on sait faire de la recherche que publique, on sait pas... on voit tous ces gens à Berkeley qui font des trucs extraordinaires, et on n'arrive pas à les mettre en valeur. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire travailler ces gens ensemble? Donc, on a créé un concours de start-up, on l'a créé en partenariat avec Berkeley, et donc, on a énormément aujourd'hui de start-up qui viennent au World Materials Forum qui sont issus de Berkeley. Et quand vous regardez les super start-up de matériaux du monde entier, il y en a quand même 30 à 40% qui sont issus de ce programme de Berkeley. Donc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir nouer ce partenariat, qui reviennent tous les ans. Maintenant, on a une communauté de start-upers. On en a une 50aine qui viennent, qui sont juste extraordinaires. Et pour sa première fois cette année avec Philippe, on s'est dit quand même que c'était vraiment important de faire un scale-up. Donc, c'est pas seulement d'avoir un start-up challenge, mais un scale-up challenge. Parce que c'est bien d'avoir des idées. Donc, toujours notre idée, c'est de les mettre en pratique. C'est de les développer, c'est la phase suivante. Donc, vous allez remettre un prix. On va remettre un prix. Il reste 2 candidats qui sont tous les 2 extraordinaires et tous les 2 dans quelque chose de différent. Il y en a un qui fait de l'extraction d'or dans le Nevada sans utiliser aucun produit toxique, qui est regardé avec beaucoup d'admiration par le monde entier. Et puis l'autre qui a mis au point une technologie de recyclage du PET, qui est, vous savez, le plastique le plus utilisé pour l'emballage alimentaire. Les 2 sont extraordinaires et ben voilà, vous aurez la réponse dans 48 heures. Allez, il nous reste 1 minute 30. Là, un mot, tiens, je voulais qu'on parle aussi de l'hydrogène, la filière hydrogène. J'ai vu qu'il y aura je ne sais plus si c'est une table ronde ou une séance plénière sur ce thème-là. Qu'est-ce qui se noue au-delà du partage d'informations, de bonnes pratiques, qu'est-ce qui se noue dans un événement comme ça? Eh bien, l'hydrogène, c'est vraiment un cas typique de ce qu'on peut appeler un système.
C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire si on ne travaille pas sur toute la supply chain. Donc il faut générer de l'énergie avec du renouvelable, il faut pouvoir fabriquer du minerai de fer ou de l'acier avec de l'hydrogène fait lui-même avec du renouvelable. Et ensuite, il faut pouvoir aussi utiliser cet hydrogène pour faire des piles à combustible. Tout ça, il faut pouvoir le stocker, il faut pouvoir le transporter. Évidemment, ça coûte très cher si on veut tout faire bien du premier coup. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne idée pour faire tout ça bien et que ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et là, on aura la chance, on aura Patrick Koller, le patron de Forestial, le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, Ilham Kadri, la patronne de Solvay, et on aura aussi un représentant spécial du ministère japonais, parce que le Japon, comme vous le savez, est très en avance sur l'hydrogène, et ils ont mis au point des choses absolument extraordinaires. Donc on sera très content de les entendre et de prendre les bonnes pratiques. Pas seulement de Berkeley, mais aussi du Japon. Voilà. Merci beaucoup. Merci Victoire de Margerie. À bientôt sur Bismart. Donc c'est à partir du 17 juin ce World Materials Forum à Nancy. On passe à notre débat. Vous en avez parlé, débat sur la culture, levier de la transition écologique. Eh oui. Comment les créations, les événements culturels peuvent-ils sensibiliser à la protection de l'environnement? Sont-ils parfois plus efficaces qu'une loi ou même qu'une publication scientifique? C'est le thème de notre débat avec Sylvia Michels. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice marketing et communication chez Mint, qui est un fournisseur de services éco-responsables en énergie et télécom. Et Margot Favret, bonjour. Bienvenue, directrice France de l'ONG Marine Stewardship Council. Vous nous rappelez la mission de cette ONG de MSC? Oui, donc le MSC, on a été créé il y a plus de 20 ans dans le but de lutter contre la surpêche et de préserver les ressources marines. Et on le fait notamment via un programme de certification qui permet de reconnaître les pêcheurs qui adoptent des pratiques de pêche durable et de donner aux citoyens en magasin un repère assez facile et visuel pour pouvoir choisir le poisson qui a été pêché de façon responsable. Et on accompagne également les pêcheurs qui ne sont pas encore au niveau à faire des améliorations, notamment par du financement ou par le montage de projets, pour les aider un peu dans cette transition vers la durabilité. Et l'idée est bien de travailler avec tout le monde, du pêcheur au citoyen, pour accélérer la dynamique de la pêche durable. Et vous êtes à l'initiative d'une expo photo qui se tient à la galerie Fichet à Paris. On y reviendra dans un instant. Sylvia Michels, chez Mint, donc je parlais d'énergie, de télécom. Vous êtes basé à Montpellier. Créé depuis quand et avec quelle idée? Alors Mint, en fait, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans, qui s'appelait Budget Télécom, qui fonctionnait très bien sur les télécoms quand le marché était un peu plus compliqué avec l'arrivée de Free, et qui s'est tournée vers les énergies renouvelables à partir de 2017. Et donc depuis 2017, on a 120 000 abonnés dans l'énergie avec Mint Energy. Et on propose à nos clients de financer les énergies renouvelables, donc éolien, hydraulique, solaire, en simplement passant chez nous au lieu des concurrents. Et on est également une entreprise effectivement engagée RSE avec une vraie volonté d'avoir un impact en fait sur la société et de protéger le climat, enfin l'environnement, pardon. Oui. Donc on a diverses actions de reforestation notamment aussi pour pouvoir dire vous êtes fourni en énergie verte et en plus vous avez un impact avec une démarche de reboisement de la part de Mint. Et aussi on propose à nos clients des boîtiers pour piloter leur consommation et aller vers la sobriété, parce qu'un des enjeux, c'est de réduire sa consommation d'électricité. Et donc ce partenariat aussi avec le couple Salgado, le photographe Sébastien Salgado, et notamment une exposition amazonienne qui est à la Philharmonie de Paris. Là aussi, on y viendra. Mais je voudrais savoir, la question générale, c'est sur la puissance d'un événement culturel, ce levier de la sensibilisation. Je disais, est-ce que ça peut même être plus efficace qu'une loi ou qu'une publication scientifique? Comment vous le ressentez, ça, vous? Nous, on pense qu'il faut qu'on passe des messages à nos clients. C'est pourquoi on est engagé dans le reboisement depuis longtemps. Et avec cette exposition, ce qu'on se dit, c'est qu'on va aussi dire à nos clients, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort, avec des visuels qui sont très forts, qui montrent et la forêt et les populations sur place, avec un couple, les Salgado, qui est très engagé aussi dans le reboisement avec leur ONG au Brésil. Et nous, notre enjeu, c'est de dire, OK, vous fournissez en énergie verte, mais il faut aller plus loin, parce que la situation, elle est assez catastrophique aujourd'hui au niveau de l'environnement. Et on pense que de passer des messages à nos clients et aussi d'être présent sur cette exposition et de faire découvrir notre entreprise à d'autres permettra de dire...
il faut agir pour les forêts et il y a aussi d'autres pas qui sont la transition énergétique en passant dans un fournisseur d'énergie verte. Même question, Margot Favret, quel pouvoir vous donnez à la culture en matière de sensibilisation ? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'urgence écologique, elle est là. Par exemple, pour ce qui concerne la pêche, on a 30% aujourd'hui des populations de poissons qui sont surpêchées. Donc il faut vraiment que le citoyen réussisse à éveiller les consciences du citoyen sur ces enjeux et sur le pouvoir qu'il a lui aussi, de pouvoir vraiment faire un geste pour la pêche durable en choisissant bien son poisson. Et je pense que finalement, tous les modes de passage de message sont complémentaires. Et la culture permet aussi de poser un regard différent d'une publication scientifique, par exemple, sur les enjeux, de poser un regard et d'ouvrir une petite lucarne pour expliquer aux citoyens un petit peu visuellement ce que c'est que la pêche, en l'occurrence la variété de la pêche durable et les différents visages que ça peut avoir, et de passer des messages différemment sans culpabiliser aussi, et par un médium qui est, je pense, un peu sous-utilisé pour l'écologie. Oui, alors justement, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition, la pêche durable? Ces photos, elles ont été prises dans quel site de pêche? Alors, le titre de l'exposition, c'est La pêche durable au-delà des clichés. Et on avait un parti pris, c'était de pouvoir travailler avec les photographes de Fisheye, Théo Giacometti et Camille Vaugon, qui sont partis en immersion à la rencontre de pêcheurs très différents. Donc l'un, Théo Giacometti, est parti en Méditerranée, en Occitanie plus précisément, rencontrer des petits pêcheurs de thon rouge, donc qui permet aussi de raconter l'histoire de la reconstitution de ce poisson qui, il y a encore quelques décennies, était gravement en danger. Et Camille Vaugon, qui, elle, est partie à Saint-Malo à la rencontre du bateau l'Emeraude, qui est un bateau qui pêche normalement dans les mers norvégiennes et qui rentrait au port après plusieurs semaines de campagne, et qui du coup pouvait aussi montrer que finalement, quelle que soit la taille du bateau ou l'engin de pêche, on pouvait aussi adopter des pratiques de pêche durable. Donc l'enjeu, c'était vraiment de montrer ces multiples facettes de la pêche durable et de sortir un petit peu des idées préconçues qu'on peut avoir sur ce sujet. Et alors votre expo, l'expo que vous soutenez, l'expo Amazonia du photographe Sebastião Salgado, donc c'est Philharmonie de Paris, je le rappelle, les dates c'est jusqu'au 31 octobre. On y voit quoi ? Alors, c'est une vraie immersion dans la forêt amazonienne, avec des grandes photos de la forêt qui, comme je le disais, montrent la forêt, mais aussi les populations, et puis aussi tous les fleuves et les affluents de l'Amazone qui font la richesse de l'Amazonie. C'est une exposition où vous rentrez en immersion grâce à la musique, qui est de Jean-Michel Jarre aussi, qui a travaillé une musique où on entend les sons de la forêt. Donc c'est le musée d'ethnographie de Genève qui les a fournis. Et toute cette composition fait que vous rentrez, vous avez vraiment l'impression d'être en Amazonie. C'est immersif. Immersif. Et je pense que ça a le bénéfice de montrer à quel point c'est beau et important. Et aussi de dire qu'il y a encore des choses à faire, que tout n'est pas détruit, même si il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites ces dernières années, mais en tout cas qu'il y a quelque chose à restaurer pour que ce soit qu'on ait encore les bénéfices et pour la planète et pour les populations aussi, au niveau social et économique sur place. Elle a ouvert il y a un mois cette exposition, un peu moins d'un mois. Est-ce que vous voyez déjà l'impact ? Moi, j'essaye de comprendre un peu, c'est quoi ? C'est le registre de l'émotion qui fait qu'une exposition photo en l'occurrence, avec une ambiance sonore particulière, peut-être avoir un impact plus important sur la sensibilisation qu'un article de presse ou une campagne de pub ? Oui, je pense que l'image contribue beaucoup. C'est vrai qu'on essaye de beaucoup communiquer de manière générale sur des événements, des bonnes nouvelles sur le climat, sur nos réseaux sociaux, etc. Et Amazonia permet de faire ça parce qu'il y a des images très très fortes. Et malgré tout, l'esthétique, ça parle. Les populations aussi, le fait qu'il y ait de l'humain, que ce ne soit pas simplement la nature toute seule, c'est l'humain dans la nature, ça permet aux gens de peut-être se projeter un peu plus aussi. Et oui, je pense qu'il y a de l'émotion derrière. Et puis il y a un aspect spectaculaire quand même dans l'action du couple Salgado, avec notamment leur institut, l'Institut Terra. Il faut peut-être expliquer un peu ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré une zone qui était quasi détruite et ils l'ont totalement renouvelée, ils ont réinsufflé la vie, quoi. En fait, ils ont agi sur la ferme qui appartenait au Salgado il y a très longtemps, et qui leur appartient toujours. Cette forêt, c'est la forêt Atlantica, donc c'est pas l'Amazonie. Il reste que 6% de cette forêt aujourd'hui. Ils ont restauré, ils ont planté 2 millions d'arbres via une ONG qui est effectivement l'Institut Terra. On soutient, nous également, l'Institut Terra dans le cadre de cette exposition. Et effectivement, ils ont une action non seulement de montrer les choses, mais aussi d'agir. Et je crois que c'est leur message, le fait qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut tous agir à notre niveau.
ils ont évidemment besoin de financement pour toutes ces actions, mais c'est en le disant au grand public qu'ils arriveront à avoir de plus en plus de personnes et d'entreprises qui vont les aider à le faire. Margot Favret, cette exposition à la galerie Fichet à Paris, donc sur la pêche durable, c'est aussi pour vous un moyen de répondre aux critiques qui avaient été exprimées dans le documentaire Seaspiracy, qui épinglait notamment le label MSC. C'est aussi pour ça que vous l'avez monté, cette expo. Alors, on l'avait monté avant, pour être très honnête. Et c'est vrai que l'idée, de toute façon, c'était surtout de dégommer un petit peu les clichés qu'on peut avoir. Déjà, sur la pêche durable, on entend souvent la pêche durable, ça n'existe pas. Si ça existe, vraiment, ça existe. C'est ne pas prélever trop de poissons, c'est ne pas mettre en danger le reste des écosystèmes marins sur lesquels on opère et avoir un bon cadre de gestion solide. Et on l'oublie souvent, et d'ailleurs, le documentaire Seaspiracy l'a oublié, mais la pêche, ça permet de nourrir la planète. On sera à 10 milliards en 2050. L'enjeu, il est écologique, évidemment, social et humanitaire. Si on restaurait tous les stocks de poissons, aujourd'hui, on pourrait nourrir 72 millions d'humains supplémentaires. Donc, c'est plus que la France. Donc, c'est aussi d'éveiller les consciences là-dessus et surtout, et parce qu'on a vraiment une image d'Épinal un petit peu de la pêche durable, on voulait montrer sa complexité, parce que c'est pas simple la pêche durable, hein. Et vous parlez de publications scientifiques, et souvent on en entend parler par des publications scientifiques. Et l'idée, c'était de connecter le grand public, finalement, visuellement à deux parties du spectre de la pêche durable, des petits bateaux, des gros bateaux, et au milieu, il y a une multitude de réalités, et c'est d'ouvrir une petite lucarne un petit peu là-dessus. Et aussi de restaurer un peu l'image du label, qui a été écorné par ce documentaire. Alors si ça peut y contribuer, tant mieux. Après, l'idée, c'est surtout pour nous, c'est un enjeu de sensibilisation du grand public à cette notion complexe et vraiment à l'importance de son geste, parce que tout le monde a un rôle à jouer finalement, hein. Les petits, les gros, les entreprises, les pêcheurs, les scientifiques et aussi le citoyen. Quand il fait un acte, que ce soit de changer sa consommation d'énergie ou de choisir des produits ou de se nourrir de façon responsable, il fait un vrai acte militant. Et je pense que c'est aussi l'idée de lui rappeler c'est l'importance de cet acte. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas avec une digue qui produit de l'électricité. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Quentin Henry, le directeur du projet Dickway. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, projet Dickway au sein du groupe Legendre. C'est quoi en quelques mots Dickway ? Alors Dickway, c'est parti d'un constat assez simple, c'est que les ports ont besoin de se renouveler d'un point de vue de leur modèle énergétique. Et à la fois, on a des ouvrages qui servent à la protection, qui sont les digues et les brise-lames, qui reçoivent beaucoup d'énergie. Et on s'est dit, mais finalement, cette énergie, plutôt que de la laisser se perdre dans le milieu, pourquoi ne pas essayer de la récupérer et produire de l'électricité ? D'accord, alors on voit des photos. Alors pour l'instant, vous en êtes où d'ailleurs du développement ? C'est un premier prototype. Qu'est-ce qu'on voit là à l'image ? Alors on est clairement dans un processus de projet de R&D, de programme de R&D, avec des étapes à valider. On a déjà réalisé des maquettes en bassin, en essai en bassin avec des sortes de piscines à houle pour faire simple. Et là, on est en train de réaliser un prototype qui ira en mer, si tout se passe bien, à l'automne. Pour commencer à voir l'impact sur le milieu marin, et puis voir tous les aspects de résistance et de continuer à développer ce projet. Comment ça marche ? Alors, vous voyez, une digue, c'est un ouvrage assez massif, assez simple, qui est une sorte de barrière, en fait, construit en génie civil, construit en métal. Le plus souvent, c'est en génie civil. Et finalement, dans la face de la digue qui affronte la houle, on a mis des espèces de grands volets qui sont des capteurs d'énergie, qui récupère à chaque mouvement de la houle, qui récupère l'énergie mécanique de la houle. D'accord. Mais ça protège quand même, parce que Exactement. Le premier objectif d'une digue, c'est de protéger. Tout à fait. Notre volonté, c'était avant tout de proposer un ouvrage de protection. Un ouvrage de protection littorale ou portuaire. On se dit, c'est une idée géniale. Pourquoi ça n'a pas été développé plus tôt ? C'est quoi les freins peut-être technologiques d'ailleurs, à la création d'une digue qui produit son électricité comme ça grâce à la houle ? Alors, pour l'instant, ce que j'en comprends, ce qu'on en comprend du milieu, c'est principalement des freins technologiques et économiques. Ça fait, je pense, plus de 100 ans que l'homme essaye d'exploiter l'énergie des vagues. Il y a plein de projets qui se développent. Cette technologie de récupération qu'on appelle houlomotrice est en pleine acquisition d'une maturité qui permettra demain de proposer un système énergétique performant
y compris du point de vue économique. Mais pour l'instant, voilà, ça met du temps à émerger. Et ce qui est, à mon avis, qui a été très compliqué, et par le passé, ce qui est maintenant accessible, c'est de modéliser le comportement des vagues. Avant, on avait du mal à le modéliser d'un point de vue numérique. Maintenant, c'est de plus en plus possible. Et les retours d'expérience permettent de mieux appréhender ce qui va se passer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de frein psychologique ? Parce que ces vagues, c'était plutôt des ennemis, un phénomène naturel qu'on peut craindre, en faire son allié. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de déclic psychologique à mettre en œuvre ? Effectivement, ouais, je ne me suis jamais penché vers ce côté un peu psychologique de la chose, mais effectivement, on peut avoir peur de ces grosses vagues. Mais est-ce que c'est pas une manière finalement de désacraliser un peu ce monstre d'eau et en l'utilisant, quoi. Donc, ça suppose quels investissements du groupe Legendre, un projet comme celui-là ? Alors, c'est des investissements importants, je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Néanmoins, on pense que c'est dans notre rôle d'entreprise de construction qui développe des territoires durables, de s'investir dans cette transition en développant ce type de système. Donc, on y va à fond. Et puis, on espère de tout cœur que ça marche. Il y a 2 régions partenaires, la Bretagne et puis la région Pays de Loire. Vous avez déjà identifié les sites, parce que vous dites les ports. Il y a des sites où c'est déjà bien avancé ? Oui, exactement. On travaille beaucoup avec la région Bretagne. On a défini avec eux un site qui pourrait être le site dit pilote, qui permettrait d'installer le premier spécimen de taille réelle. Donc on discute de tous les impacts que ça va impliquer. Ça serait où ? Si tout se passe bien, et c'est pas définitif, on pense au port d'Audierne. D'accord. Voilà, qui est propriété, alors la partie extérieure qui est propriété de la région Bretagne. Voilà où on en est pour le moment. C'est aussi, on va terminer là-dessus, pour les ports, vous avez démarré en disant ça, mais il faut détailler, ça inverse la logique, c'est-à-dire un port devient producteur d'énergie. Exactement, ouais, exactement. Un port, c'est un endroit où il y a beaucoup d'énergie qui viennent soit qui sont importées, par exemple le pétrole, soit qui sont nécessaires pour faire fonctionner les industries. Et le port, s'il veut se renouveler, il doit vraiment se focaliser sur devenir un producteur énergétique, devenir un endroit où l'énergie se crée, s'importe, se crée et se transmet. Et donc c'est l'objectif de ce beau projet. Dico et merci Quentin, Henri Bonvent, plutôt bonne houle à vos digues. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore une fois à toutes et à tous de votre fidélité. Bismart fête sa première année d'existence ce 16 juin et c'est un plaisir de partager, bonheur quotidien de participer à l'aventure. Je vais en profiter pour remercier toutes les équipes éditoriales, techniques, marketing qui sont aux manettes. Voilà, merci à toutes et à tous. Et c'est du bonheur d'être sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!